Coucou, c'est Guillaume, ton podcasteur. Nouveauté, je te propose qu'ensemble, on choisisse les sujets des futurs épisodes. Je t'ai fait un mini-sondage en ligne, tu votes en un clic pour les sujets qui t'intéressent le plus. Attention, je ferme le sondage dans quelques jours. Pour le moment, le sujet le plus voté, c'est nos pires expériences sexuelles et ce qu'on en a tiré. Et le sujet le moins voté, c'est fétiche des pieds, ça fait exploser mon désir. À tous les kiffeurs de pieds, où êtes-vous ? Vote maintenant, ça prend moins d'une minute. Le lien du sondage est sur le site du podcast. Tu ouvres ton navigateur et tu tapes bit.ly/comment devenir. Bisous. Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Bienvenue pour la partie 2 de notre cercle de parole. Est-ce que vous allez bien ? Ouais, il y a des cookies, ça c'est vrai, qui sont très bons et il en reste 2. J'en ai pas eu. Si ça, j'ai rien. Notre cercle de parole, attends, j'ai noté la thématique, puisque c'est une thématique que nous avons créée ensemble. J'ai galéré à trouver un intitulé « Trouver l'amour, le cul ou l'amitié quand on est gay ou queer, nos histoires et nos galères ». Écoutez, on fait ce qu'on peut. Denis Trochesec, notre sexothérapeute préféré. Et bonjour à tous. Coucou Denis. Je voulais faire de la pub de Denis Trochesec, denis-trochesec.fr, oui. Pour ton site, tel Merci. Que je viens de le faire. Bah oui, je l'ai jamais fait. Et ouais. Quel petit coquin. Et pourtant, j'ai eu déjà plein de personnes qui sont venues me voir. Trop bien. Bah ouais, mais je dis, il y a peut-être des gens qui nous écoutent. Parce que tu fais du à distance. Je fais de la visio, effectivement, et en présentiel. Donc je me dis que peut être pas mal. Il y a des gens qui nous écoutent et qui ont confiance en toi, qui t'ont entendu dire. Ça se passe bien choses. En général. Trop bien. Sur notre sujet, tu as, dans la précédente partie, fait un topo sur le stress minoritaire. Et durant la pause, Cookie, quelqu'un est venu me dire, mais en fait, c'est quoi le stress minoritaire ? Est-ce que tu peux réexpliquer ? Et avec un angle de comment le stress minoritaire peut impacter ma capacité à trouver amour, cul ou amitié en tant qu'homme gay ou queer. Tu vois ce que je veux dire ? Le stress minoritaire, c'est quoi ? Et ça me fait quoi ? Alors, le stress minoritaire, c'est le fait de se dire j'appartiens déjà à une minorité. Donc il y a des stress minoritaires dus aux origines géographiques, il y a des stress minoritaires dus aux origines, aux orientations sexuelles, au genre aussi, et se dire je suis rejeté pour ce que je suis, je subis des discriminations, et finalement c'est tellement dur de me sentir seul dans une société qui me rejette que je vais créer tout mon cercle de vie qu'avec des gens qui me ressemblent ou qui partagent ma différence. Par exemple, je suis gay, j'ai été victime de discrimination, ou j'ai peur d'être victime de discrimination, donc mes amis seront gays, mon médecin sera gay, mon charcutier sera gay, je vais construire ma vie autour de ma spécificité. Il y a le stress minoritaire aussi pour les personnes de couleur, qui vont finalement avoir un médecin qui partage leur même culture. Mais ça, c'est la réponse au stress, c'est-à-dire... Alors ça, c'est le stress, c'est la construction au stress. Oui, mais choisir un médecin gay ou un médecin noir, c'est la réponse au stress. Bien sûr. Le stress, c'est... en tant que personne LGBT, j'ai une couche de stress supplémentaire qu'une personne non LGBT ne va pas avoir. On est d'accord qu'il y a plein de couches, il y a plein de minorités spécifiques. Lorsque j'essaye d'être vulnérable face à un autre homme, en quoi le stress minoritaire impacte, ou pour trouver du cul ou de l'amour, en quoi mon stress minoritaire peut m'impacter, si tu devais donner un exemple ? Alors, par rapport aux rencontres, ce qui peut être un peu complexe, c'est de se dire qu'on va évoluer qu'avec des personnes qui nous ressemblent, ou s'efforcer d'être dans une communauté qui pourrait être safe pour nous. Alors que des fois, aller chercher une personnalité un peu plus atypique ou différente pourrait être source d'épanouissement. Mais plus potentiellement dangereuse. Oui, et enfin non. Le stress minoritaire, c'est ce qui va nous créer vraiment les étiquettes et les clichés. C'est-à-dire que j'appartiens à la communauté BER,
parce que voilà, je suis peut-être un peu plus rond, j'ai des poils, je suis un peu plus viril. C'est ma place. Donc je veux une personne qui m'accepte en étant bear. Et potentiellement, ça sera plutôt une personne de la communauté bear. Parce que est-ce qu'un twink va apprécier un bear? Est-ce qu'un voilà. Même si c'est pas une généralité, c'est une forme de se rassurer. Je vais prendre une personne qui est déjà dans ma sous-communauté pour que ça soit plus facile, que ça soit moins exposant, etc. Ben, j'ai justement envie, Lucas, tu m'as dit que tu étais OK pour passer le micro à Lucas. C'est toi qui as fait le post-it, c'est toi qui l'as mis avoir une vie amoureuse lorsque tu ne rentres pas dans les codes masque pour masque, c'est toi qui l'as écrit ou pas? C'est moi. Ok. Est-ce que tu voulais participer à propos de ça? T'es OK? Oui. Parce que c'est justement dans comment on navigue la rencontre dans un milieu gay. Le fait d'être plus ou moins masculin peut vachement impacter. Est-ce que tu veux raconter pourquoi tu as mis ce magnifique post-it? Oui, je pense que je vais parler de mon expérience en général. J'ai écrit ce sujet parce que c'est quelque chose que j'ai vécu dans ma vie, en tout cas. Dans les rencontres amoureuses, déjà, moi, je me positionne... Quelle est ma place, justement, dans les relations amoureuses? C'est que je serais plutôt tourné vers une relation longue durée, avec quelqu'un, construire quelque chose, tout ça. Après, les questions de monogamie, tout ça, ce sont des questions qui m'appartiennent, que je dois questionner lorsque ça arrivera, tout ça. Donc, je laisse ça de côté pour l'instant. Mais pour la rencontre amoureuse, oui, c'est vrai que ça fait ça fait très longtemps que je suis célibataire, moi, et que j'aimerais que ma vie amoureuse, marche. C'est combien très longtemps pour toi? Ça fait très très longtemps. J'ai 27 ans, ça fait depuis 19 ans. Ok. Et toi, tu te sens plus efféminé qu'un autre? Parfois, en fait, c'est si je navigue dedans, j'ai un long trajet sur les codes masculins et féminins. C'est-à-dire que quand j'étais adolescent, j'étais déjà le gay du bahut. Donc j'étais le petit adolescent un peu féminin, un peu maniéré, et j'étais donc la cible forcément de. Bon, c'était les joueurs de rugby quand j'étais ado, parce que j'étais dans le Sud-Ouest. Donc j'étais leur cible et c'était les années collège qui étaient assez compliquées. Et l'année lycée, c'était autre chose parce que j'étais entouré de beaucoup d'artistes, de personnes. J'étais métalleux, donc c'était déjà autre chose. Donc arrivé dans l'âge adulte, j'ai rencontré la communauté gay et c'est vrai qu'à ce moment-là, on m'a renvoyé l'image que j'étais pas assez masculin parce que je sais pas, mon corps est fin, parce que je sais pas pour quelle raison, jamais réussi à comprendre. Donc j'ai un peu laissé ça de côté. Je cherchais à rencontrer des garçons, mais ça se faisait pas forcément, ça se produisait pas forcément, possiblement à cause de ces codes-là. Et c'est vrai que j'étais souvent attiré par des hommes qui, exprimaient beaucoup cette masculinité-là. Pas que, maintenant, avec le temps, les années, j'ai élargi un peu mon sac d'attractivité. Mais est-ce que tu veux bien faire l'exercice avec nous de dire ok, c'est quoi ce code de masculinité? Est-ce que donc c'est nos voix, ma voix? Donc toi tu as déjà dit le corps, mon corps est fin. Si tu devais imaginer pourquoi tu es rejeté à cet endroit de comment t'es masculin, ça serait quoi? Moi je vois un magnifique, je peux te dire comment tu... Merci beaucoup. Je vois un magnifique collier de perles, mais qui aujourd'hui n'est plus du tout un élément féminin. Il y a plein de jeunes hommes hétéros qui portent des colliers de perles, c'est marrant ça. Et il y a quoi d'autre que tu penses être trop efféminé pour quelqu'un qui serait masque for masque, masculin pour masculin? Je pense que ça part de mon type de corps, peut-être, déjà aussi. On va faire une catégorisation de mon type de corps, qui est peut-être pas... je sais pas comment dire ça, peut-être musclé ou alors en chair. Ok, donc t'es plutôt fin et pas trop de muscles. Moi je te trouve musclé, bon ça c'est marrant hein. Mais donc à part ton corps, tu dirais que c'est quoi qui te définit? Oui, peut-être aussi un comportement, une manière de parler, un comportement, une manière de bouger, de marcher, une manière de penser. Et je pense que, ça c'est un avis personnel que je porte sur la communauté gay. Je pense qu'il y a beaucoup d'attraction sur ce qui peut faire passing hétéro, en fait.
la masculinité qui peut reproduire la masculinité hétérosexuelle. Et c'est pour ça que moi, déjà, j'étais très attiré par ce genre de garçon et j'étais je regardais beaucoup ce genre de garçon-là. Voilà. Comme j'ai expliqué ensuite avec les années, je me suis plus ouvert vers d'autres types de masculinité. Mais voilà, c'est le premier type de masculinité auquel on peut penser, je pense. Que moi, je peux penser, en tout cas, dans mon expérience. Denis disait dans l'épisode précédent, l'enjeu, quand tu es vulnérable, l'enjeu, c'est d'être toi sans masque, quitte à être rejeté. Moi, parfois, je décide de me transformer. J'ai pas toujours le courage d'être tout à fait aligné avec moi-même. Et si je comprends qu'être efféminé, ça marche pas bien, en fait, par exemple, pour être plus concret, je sais pas si j'ai envie de partager ça. Bon, maintenant que j'ai commencé, je suis obligé. Mais mes photos Grindr, je m'assure qu'elles me montrent suffisamment masculin. Je le sais. Parce qu'il y a déjà une photo où je me suis dit, j'ai l'air un peu trop féminin, tu vois. C'était une photo de moi soufflant une bougie. Faut le faire quand même. Mais j'y ai pensé, tu vois. Est-ce que toi, tu te vois te modifier le ton de ta voix, comment tu marches? Ou est-ce que t'es une personne forte, puissante, et toi, t'es là, je leur présente le full package et ils prennent ou pas? J'aimerais répondre ça, mais non, je me dilue complètement, oui. Je retourne un peu sur mon expérience aussi, c'est que dans mon parcours, donc je m'identifiais très féminin et ces dernières années, j'ai retrouvé un peu ma part de masculinité et je l'exprime plus, qu'avant. Et donc oui, j'essaie de moins correspondre à ce code. C'est vrai, j'ai du mal à le dire, mais du garçon efféminé en fait, sachant que je vois souvent dans les yeux des gens, peut-être mon interprétation que je donne aussi de la situation, où on me catégorise déjà comme la folle ou le mec féminin et hop, je suis déjà dans une catégorie avant d'avoir ouvert la bouche. Ouais. Dernière question, j'ai vu sur Grindr et sur d'autres sites en général, il y a des gens qui disent je cherche uniquement des hommes très efféminés. Plein de gens hochent la tête. On se souvient que sans les cliquetis, ouais. Non mais là, tout le monde est d'accord avec moi, c'est ça? Ah ouais, tout le monde. Est-ce que tu te dis pas, je vais vers ces profils-là qui sont... T'en penses quoi, toi, de ces hommes qui disent je suis attiré par les mecs féminés? Ça me fait un peu peur, parce que j'ai un peu peur de fétichisation et tout ça. Sachant que je vis un peu la même chose parce que je suis quelqu'un de métis et je peux très bien vivre la même chose avec... j'aime les hommes, j'aime les noirs, j'aime les métis, j'aime ceux qui me fassent ça et tout. Et j'ai un peu de mal à naviguer avec ça. Je peux comprendre, mais je suis pas à l'aise. Super. Favoritisme total. Si jamais tu avais envie de mettre ton email... Moi, j'ai envie qu'on te trouve l'amour. Si tu avais envie de mettre ton email, tu n'es pas obligé de décider maintenant, mais je le mettrai dans le descriptif de l'épisode. Voilà, juste. Alors, je tiens à dire juste que j'ai déjà fait un épisode et qu'il y a mon Instagram qui est connecté à cet épisode-là. Merci. Je savais pas si j'avais le droit de le dire. Non, tu peux. Tu te rappelles le titre que j'ai choisi? Oh, merde. Mais en tout cas, t'avais donné ton vrai prénom? Oui. Ok, Lucas. Il y a qu'un Lucas. Donc, faut que les gens, si les gens qui écoutent là, on se dise, j'aime trop son énergie, allez trouver le témoignage où j'ai marqué Lucas. Cliquetis, cliqueta. Après, si vous prenez le micro et que vous avez envie de caler votre adresse email, allez-y, quoi. N'hésitez pas. En parlant un peu de on est tous différents, tout un tas de cases, j'ai Pierre qui est juste à côté de toi, Lucas, à qui tu peux tendre le micro. Pierre qui est juste en face de toi, ouais. Pierre qui est venu plusieurs fois à des rencontres live, qui à chaque fois vient avec une pâtisserie d'un niveau exceptionnel. Sachant que cet été, j'ai appris à faire une tarte tomate, moutarde, Cantal. Donc tiens-toi bien, Pierre. Un jour, je te la ferai goûter. Non, volontiers. Franchement, merci. Volontiers, c'est très super gentil. Généreusement, tu viens avec une petite pâtisserie. Très gentil à toi. Sur ton post-it, tu as écrit « J'ai eu un crush pour un garçon qui a 17 ans de moins que moi. La différence d'âge est-elle un obstacle au développement d'une relation amoureuse ?» Oui. Et tu réponds oui. Oui, c'est bien moi qui ai écrit ce post-it, mais c'est une question que je laisse ouverte. Et déjà, est-ce qu'on peut avoir les éléments de cette... J'ai très envie de savoir. Oui. Est-on toujours en contact avec le monsieur? Oui, je suis toujours en contact avec le crush. On va l'appeler comme ça, voilà.
Mais je me questionne sur cet élément qui est la différence d'âge, puisque cette personne, elle a effectivement 17 ans de moins que moi. Tu es à l'aise. Alors, petite parenthèse, c'est un sauna dans le bar. Le Merci Marcha que je n'ai pas cité en intro parce que c'est le bordel aujourd'hui. Merci Marcha, super bar dans le 11e. Je conseille vivement. Il y a des soirées tous les soirs, différentes thématiques et tout. J'adore. Il fait trop chaud, les fenêtres sont ouvertes, les auditeurs entendront du bruit, des gens, c'est le bordel, mais ça va bien se passer. Est-ce que Pierre, tu es à l'aise de dire ton âge ? Oui, j'ai 55 ans, voilà. Voilà, bah c'est super. Et 17 ans de moins, ça fait combien ? Je suis mauvais en maths. Eh bien, on arrive à 37 ans, voilà. Ok. Ça fait combien de temps que vous échangez ? Ça fait 2 mois, exactement, voilà. Sur une application en particulier ? Sur des messages Instagram, on va dire ça comme ça. Voilà. C'est sur Instagram. Comment vous vous êtes connectés ? J'ai liké un de ses posts, voilà, et il m'a répondu. Ce qui est rarissime sur Instagram, mais là, effectivement, il m'a répondu. Voilà. Parce que toi, sur ton Instagram, il y a une photo de toi ? Il y a une photo de moi, oui, telle que je suis aujourd'hui. Voilà. La photo que tu as likée montrait quoi de ce monsieur ? Pardon ? La photo que tu as likée montrait quoi ? Eh bien, ça devait être à la fin de sa séance de gym. Ah oui, il avait une casquette sur le côté et il s'était pris en portrait large, voilà. Et ce qui était très beau, c'est que apparemment c'est une salle de gym qui donnait sur un paysage extérieur. C'était un fond, maritime bleu. Voilà. Non. Ok, donc j'ai simplement dit que c'est pas le fond maritime qu'on a liké. Non, mais le fond mettait en valeur le mannequin. Voilà, si tu préfères. Voilà. Mais franchement, je trouve ça trop inspirant. Il te contacte en disant merci pour le like. Exactement. Et j'enchaîne une conversation et puis voilà. Lui, il sait quel âge tu as. Oui. Et comment tu sais que les 2 mois d'échange sur Instagram, c'est une gratouille plus que amicale ? C'est-à-dire qu'on se parle à peu près en moyenne tous les 2 jours, voilà, et qu'on a toujours des choses à se raconter, voilà. Et donc, on n'a jamais abordé ce sujet de la différence d'âge. Et donc, tu sais qu'il est ouvert. Il est en recherche ou en tout cas ouvert à une rencontre. Tout à fait, il est ouvert à une rencontre, mais personnellement, je suis toujours pas dubitatif, mais dans l'expectative sur la capacité à cette relation de type crush à se convertir en relation plus long terme. C'est quoi tes craintes ? Les craintes, écoute, quand tu as une personne qui en a 55, l'autre qui en a 37, tu te projettes sur plusieurs années dans le futur. La différence d'âge, elle va toujours être là. Et en quoi c'est un problème selon toi ? Et est-ce que je peux demander à Anto qui est devant moi de décaler un peu parce que je n'arrive pas à voir Pierre, excuse-moi. En quoi ? Merci. Eh bien, le couple libre ne me fait pas peur, mais il ne me rassure pas non plus. Et je me dis, quand il y a une grande différence d'âge, alors je ne sais pas si c'est grand ou si c'est pas grand, hein, j'ai pas de connaissances dans mon entourage proche de différence d'âge telle, est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas être forcément dans la situation où bien, lui aura plus tard une vie polyamoureuse certaine, parce qu'il se sera, entre guillemets, lassé de moi. Et donc, c'est quelque part cette dilution que j'appréhende. Voilà. Mais qui a l'appréhension similaire de Pierre ? Vous avez entendu ce qu'il a dit. C'est qu'au bout d'un moment, l'autre peut se lasser de moi et vouloir aller voir ailleurs. Qui a cette appréhension-là ? Ouais, merci. On est plein. J'ai l'impression que c'est pas forcément lié à l'âge. Ok. Non, je te contredis pas. Non, mais tu me donnes déjà un élément de réponse. C'est-à-dire que là, c'est pas forcément la variable âge qui rentre dans cette équation-là. Voilà. En tout cas, c'est une de tes craintes. Denis, tu veux rebondir ? Alors déjà, la question est de se poser, aujourd'hui, quels que soient les profils des personnes, on ne sait jamais combien de temps la relation va durer. C'est-à-dire que même si tu trouves une personne qui est peut-être un peu plus proche de toi aujourd'hui, ça peut durer 6 mois, alors qu'avec cette personne qui est un peu plus jeune, ça peut durer 3 ans. La durée d'une relation n'est jamais écrite à l'avance et ne dépend pas de certains paramètres. En revanche, d'un point de vue psychologique, effectivement, il y a plusieurs paliers
à franchir. Alors le problème, c'est que les formations en sexo sont toujours très hétéronormées, donc c'est un peu, il faut réussir à s'en extraire pour étudier les choses. Mais on estime que grosso modo, on est censé connaître 4 amours différents dans sa vie. Le premier amour, bon, celui-là, il dure jamais trop longtemps. L'amour de jeunesse, celui dans lequel ce sera plutôt l'amour de famille, construction d'une famille quand on est un couple hétéronormé, bon voilà, avec des enfants, patati. Là c'est la construction des projets finalement. Si on devait vraiment le décontextualiser pour le mettre dans notre communauté, c'est plutôt acheter une maison, faire des projets ensemble, etc. Ensuite il y a l'amour de la libération, c'est quand on se barre de l'amour des projets pour revivre une deuxième adolescence. Et après il y a l'amour de fin de vie, où là, les enjeux ne seront pas tout à fait les mêmes, notamment au niveau de la sexualité, etc. Et grosso modo, il y a des couples qui vont franchir des caps ensemble et qui vont rester ensemble toute leur vie. Il y a des couples dans lesquels les caps ne vont pas être passés au même moment ou de la même façon et qui vont se séparer. Donc, une différence d'âge peut présenter potentiellement quelques risques sur du très 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 long terme. En revanche, c'est pas parce que ça présente des risques que c'est voué à l'échec. C'est-à-dire que tous les virages peuvent être négociés et négociables. Mais ce que j'entendais aussi, c'est le côté crush. Et ça, c'est presque là qu'il faut faire gaffe. À mon sens, ça serait pas tant sur la différence d'âge, mais sur le côté crush. Un crush ou une passion, c'est top au départ, jusqu'au jour où la réalité arrive. C'est-à-dire que le principe de la passion, c'est qu'on vit une relation fantasmée et utopique. On tombe en passion pour quelqu'un lorsque cette personne vient répondre à un besoin qu'on a profondément et inconsciemment. Cette personne est faite pour moi, elle est parfaite, on voit que des qualités. Jusqu'au jour où la magie s'évapore, parce que notre besoin initial a été comblé, et on la voit avec les yeux de la réalité. Et là, il y a un virage en épingle à négocier. Et soit on arrive à le négocier, soit on va droit dans le mur. Là-dessus, moi j'avais une question pour toi, Pierre. J'ai enregistré cet été avec le doyen du podcast qui a 89 ans et qui est sur Grindr. Donc j'étais en vacances et tout. Et le mec le plus proche de moi est à 2 km et il met 89 ans et c'est un des seuls à avoir sa tête. Et du coup, je discute avec lui et tout, puis on décide d'enregistrer. Et lui disait, en fait, il y a le problème du fétiche, donc en lien avec le crush que Denis disait. En gros, il y a des mecs qui, en effet, me contactent sur Grindr, veulent baiser avec un grand-père, mais après, sans lendemain. En tout cas, c'était une de ses craintes ou une de ses questions. Est-ce que toi, tu t'es demandé, quand tu poses des questions sur l'écart d'âge, si justement le crush, ça peut pas être il est excité par la différence d'âge, donc je suis assigné à un rôle, donc parce que souvent le père ou le grand-père il est censé faire ceci, cela. Alors c'est quelque chose que je dois encore entre guillemets gratter comme tu dis, mais en fait il m'a avoué à un moment donné que je lui rappelais ce père qu'il n'a jamais eu. Tu vois ? Alors voilà, donc je ne sais pas ce qu'il faut en comprendre, mais voilà. En vrai, entre toi et moi, bon, même si on n'est pas truc entre toi et moi, mais est-ce que tu ressens quoi quand tu te dis que ça peut être une relation un peu fétichisante? Est-ce que tu te sens... Est-ce que tu dis, moi je prends, on va voir là où ça va? Clairement, je ne suis pas à l'aise. Hein. Okay. Clairement, je ne suis pas à l'aise. Tu pourrais dire, on va baiser, et c'est un jeu de rôle. C'est comme quand tu joues à... Mais là, en l'occurrence, je peux pas encore me prononcer là-dessus, mais la manière dont tu le décris, Guillaume, non, effectivement, je ne me sens pas à l'aise dans cette fétichisation. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que... j'aime pas les étiquettes. Voilà. Ça me fait un peu penser à ce que Lucas disait. Les mecs qui disent j'aime les hommes très efféminés. Voilà, moi j'aime pas les étiquettes, quoi. Ça m'hérisse. Voilà. Denis rapidement et Alexandre. Enfin, à moins que Pierre, tu veux ajouter. Non, mais les remarques que Denis a formulées ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Tu veux donner ton email ou ton Instagram ou pas? Non, c'est pas nécessaire. Je passe le micro. Ça marche à Alexandre. Vas-y, Denis. Sur le sujet fétichisation, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, Lucas et Pierre, on pourrait trouver des profils. Il faut bien employer le mot fétichisation dans la mesure où chaque partenaire qu'on peut rencontrer, aussi bienveillant sommes-nous,
est quand même là pour répondre à un besoin personnel. C'est-à-dire qu'on va chercher une personne qui nous correspond, mais qui nous correspond parce qu'on a besoin soit d'être rassuré dans des positions, soit de partager certaines choses, soit effectivement de retrouver, tu vois, retrouver le père qu'il a jamais eu. Bon, c'est le principe des rencontres. On est amoureux parce que l'autre nous apporte quelque chose. Donc, le fait qu'on incarne ou qu'on représente un rôle pour l'autre, en soi, c'est le jeu de la relation. Et le principe de la fétichisation, qui là est un peu plus complexe à gérer, c'est lorsque finalement la caractéristique passe au-dessus de la personne. C'est-à-dire qu'une fétichisation, si j'aime les harnais, quel que soit le mec qui porte un harnais, ça va me plaire. C'est-à-dire que le mec, on s'en fout, tout ce qui compte, c'est le harnais. Si on fétichise une personne qui a 15 ans de plus, on s'en fout de la personne. Ce qui compte, ce sont les 15 ans de plus. Et la grosse fétichisation, elle est raciale sur les apps de rencontre. Alors, pas que, justement, là maintenant... C'est celle la plus blessante, je pense, non ? Je pourrais te dire l'exemple de Lucas sur la masculinité, sur la féminité, ça aussi, ça reste une fétichisation. Je suis pas sûr que ce soit intéressant de faire un classement d'ordre d'importance, mais le principe d'un fétiche, c'est qu'on se fiche de la personne. Ce qu'on veut, c'est une caractéristique. Et c'est pour ça, quand Lucas disait oui, ça peut être un peu dangereux. Oui, ça peut être un peu dangereux parce que clairement, si on est sur une fétichisation sur une caractéristique, ça veut dire qu'il va y avoir un schéma qui va être reproduit. Pourquoi cet homme cherche une personne féminine ? Enfin, un homme féminin. C'est qu'il doit y avoir des enjeux. Le moment où tu es censé être le père, le blanc, le noir, le roux, le machin. En fait, tu peux pas être autre chose. Mais chaque fétiche, en fait, a son revers de médaille. C'est-à-dire que là, un masculin qui cherche un féminin, on va se douter qu'il va y avoir des enjeux hétéronormatifs qui vont se reproduire dans la relation. Les fétichisations par rapport à l'âge, on est sur des complexes par rapport aux parents, à l'enfance, etc. Sur les origines et les couleurs de peau, là on revient sur des notions encore plus archaïques sur les jeux de pouvoir entre sociétés. En fait, chaque fétichisation a sa propre dynamique qui vient derrière. Moi, mon style, Pierre, mais je ne suis ni thérapeute ni compétent là-dessus. Moi, je dirais... faut pas que je vais y aller parce que dans la vulnérabilité, en confrontant, je vais apprendre et ça fait partie de mon cheminement de relationner. C'est vraiment du Guillaume là, je sais pas du tout donc je vais pas passer 6 mois sur Instagram à me faire un peu des idées puis à ce que mon cœur grossisse comme un ballon de baudruche qui va exploser d'un coup. Donc rapidement, je lui propose un café ou bien je lui fais une pâtisserie. Je dis ça, je dis rien. Et tu vas voir, et je vais voir en fait comment se passe le truc. Et je pense que je mets les pieds dans le... Puisque toi t'as choisi le fait de, tu vois, je vais et je dis en fait au bout d'un moment, j'ai pas envie d'être ton père. Ah, tu m'as dit ça, je veux qu'on redis-moi peut-être parce qu'après lui peut-être que ça lui a échappé, peut-être c'est autre chose, peut-être on va pas l'enfermer là-dedans, mais et tu vas voir ce qui en découle. Mais moi, tu reviens sur le podcast. Je te dirais qu'il faut faire différemment. Si tu veux pas être son père, tu te fais inviter par ce mec. C'est pas toi qui l'invite. Ah bien sûr. Ah, moi j'allais dans les talents de Pierre et la pâtisserie. Alexandre, coucou. Oui. Salut. Pierre, en fait, je voulais réagir à ton témoignage parce qu'en fait, quand ce garçon t'a contacté et enfin quand il a fini par te dire que tu lui faisais penser à son père ou que tu lui rappelais, quand on parle de fétichisation aussi, je pense qu'il y a quand même une forme de répétition là-dedans. Donc, est-ce que tu sais si lui est attiré globalement par des hommes plus âgés et c'est quelque chose d'assez systématique dans ses relations passées, ou est-ce que là c'est vraiment spécifiquement toi qui lui rappelle comme une forme de transfert qui s'opère à cet endroit dans cette relation particulière? Je n'en ai aucune idée. Pierre répond qu'il n'en a aucune idée. D'accord. Voilà, c'était ma seule question. Mais en fait, après, parce que moi j'ai eu une relation, en tout cas si ça peut te rassurer aussi. Oui. Moi j'ai eu une relation avec un homme de 30 ans de plus que moi. Tu as quel âge? 31 ans. Et c'était quand tu avais quel âge? 20 ans. Donc il avait 50. Et c'est une relation qui a duré 8 ans. Une relation sérieuse, très longue, qui s'est construite. Après, effectivement, par contre, la question du... Je fétichise pas les personnes plus âgées que moi. J'ai eu d'autres fétichisations, mais dans d'autres catégories sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. En revanche, par contre, c'est vrai que on en a beaucoup discuté avec le temps. Maintenant, on est toujours très amis, on est proches.
Il y a quand même la question du transfert qui s'est posée, je pense, moi, à mon endroit, un transfert du père, et lui aussi, quelque part, d'une figure de Pygmalion, comme ça, protectrice, qui, lui convenait, en fait. Et on était plus ou moins conscient de cette chose-là, quand on s'est lancé dans la relation. Mais la relation a été possible, et d'autres choses se sont déployées. On n'était pas résumé par ça. Et ce qu'on a construit ensemble a existé, voilà, il y a une valeur voilà, tout à fait authentique. Donc moi, ce que je te conseillerais, c'est de le rencontrer déjà et de voir comment les choses se construisent réellement et voir si on n'est pas juste dans une zone totalement fantasmée, parce que c'est vrai que l'interface d'Instagram, de la messagerie numérique, on crée une relation quand même qui peut être vraie, mais qui n'est pas totalement celle qu'on développe dans le réel, je pense. Et là, on peut très vite projeter des choses l'un sur l'autre et construire quelque chose qui peut s'effriter dans le monde réel. Mais je pense qu'il faut quand même le tenter, il ne faut pas que tu aies peur, en tout cas de la différence d'âge. 17 ans d'écart, pour moi, ça ne me semble pas si énorme, du coup, de mon point de vue, de mon expérience. Toi, aujourd'hui, Alexandre, tu es sur notre sujet de relationner, trouver amour ou cul, ou amitié. T'en es où, aujourd'hui ? Moi, je sors du coup d'une relation de 8 ans. Donc mon email est... non, je suis pas dans une recherche particulière. Je redécouvre aussi mon indépendance. Ouais. Avant ça, j'ai eu une relation de 3 ans. Donc j'ai quasiment toujours été en couple. J'ai eu une histoire de 8 mois récemment et c'était super. Mais voilà, c'était une transition aussi, je pense. Voilà. Et là, t'as envie de virevolter tel un petit papillon avec des rapports sexuels ? Je suis où j'accueille. Voilà. Non, vraiment, genre, je suis plutôt dans une optique d'accueillir ce qui vient, si ça me plaît. Donc, si t'es c'est sur de la des apps de sexualité. rencontres ? Oui. Ouais, sur Grindr. Mais pareil, Grindr, je rencontre pas forcément, et ni en plan cul, ni en date ou quoi que ce soit. Là, en ce moment, je suis plutôt sur. Je me pose le soir, je papote un peu, et puis. S'il se passe quelque chose, tant mieux, quoi. Mais voilà. Ok. Pas de précipitation. Ok. Tu veux rajouter quelque chose ? Pas spécialement. T'as une tête qui me dit... non, c'est bon ? Ok, j'ai cru là, que t'avais... j'ai tout dit, je crois. Ouais. Très bien. J'ai envie que tu passes le micro à Alban. Alban qui, sur son post-it, a marqué monogamie générale égale hypocrisie. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Il y en a 2. Point d'interrogation. Tu en mets un 3e. Toi, tu as noté, si tu es à l'aise de parler un peu de toi, pourquoi ton post-it correspond au moment dans lequel tu es. Et comme on est très proches, toi et moi, là, enfin, genre, où est-ce que tout le monde est... Toi, tu es au premier rang, genre... Enfin, il n'y a pas de rang, bon. Okay, mais du coup, il faut que tu parles fort, ou peut-être tu t'assois à côté de moi. Enfin, en tout cas, parle fort pour que ta voix projette au fond. Ok. On a l'impression que le bar est gigantesque. Mais il est de taille raisonnable. Il est cosy. Il est cosy. En fait, je sors d'une relation de 2 ans. Voilà, c'était ce que c'était. Ça fait longtemps ? Non, début juillet. Voilà. On s'est séparés début juillet. Et ce qui se passe, c'est que je me suis rendu compte à la fin de cette relation que j'ai un schéma qui se répète, un pattern. Je rencontre quelqu'un qui me plaît et puis je m'hyperadapte pour faire tout comme il veut ou comme je pense qu'il a envie que je sois. Et typiquement, à chaque fois, c'est cette fameuse monogamie, en tout cas, qui je pense, n'est pas mon schéma de... Ça te correspond pas. Toi, tu te sens plus quoi si tu étais vraiment libre ? Pour le coup, c'est difficile de dire exactement, puisque les seules relations que j'ai eues, enfin j'en ai eu plusieurs, j'entends des relations sérieuses, c'est que avec des gens qui voulaient la monogamie. Donc, j'ai eu que des relations monogames, je mets des guillemets avec mes doigts. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, dans la réalité, j'ai jamais été monogame, et j'ai donc à chaque fois trompé mes partenaires. Voilà. Et en fait, pourquoi je pose cette question-là, c'est parce que maintenant que je suis à nouveau célibataire et que je décide de ne pas
m'écouter et de mettre cette limite sur les prochaines relations que je pourrais, les prochaines personnes que je pourrais rencontrer, et être clair en fait d'entrée de jeu, parce que c'est toujours ce qui me donne des difficultés, c'est que j'ai énormément de mal à parler de ça, surtout une fois que les choses sont actées. C'est-à-dire qu'on a commencé une relation et on est de facto dans une relation monogame. Ouais. J'arrive pas à dire, mais en fait, c'est pas ce que je veux. Et parce que j'ai tellement peur d'être rejeté que, voilà, j'essaie d'être toujours aimable et donc de correspondre. Est-ce que tout le monde a bien entendu dans les gens de la vraie vie? Ouais, parce qu'au podcast, on t'a bien entendu. Ok, top. D'accord. Cette hyper-adaptation, c'est-à-dire, j'aime beaucoup le mec, il n'y a pas marqué sur mon profil où tu les rencontres en ligne ou hors ligne? Non, en ligne. En ligne, plutôt? J'ai toujours rencontré, mais... Ouais. Toujours en ligne, ouais. Et t'as jamais marqué non monogame? Non, parce que... Pourquoi? Parce que j'ai... Alors, pourquoi? Parce que j'ai l'impression, et c'est ce que je vois aujourd'hui, qu'en fait, tout le monde cherche la monogamie. Et c'est ce que je me rends compte de nouveau aujourd'hui sur ces applications. Alors, pour le coup, je suis multi-application. J'utilise Grindr, Tinder et Bumble. Et où ça? Parce que c'est très géolocalisé. Ou est-ce que oui, pardon, j'habite à Paris. Parisien, ouais. Et vraiment, je dirais 90% des personnes, juste des profils que je vois, alors soit ils veulent des relations longues ou courtes, enfin, du coup, mais monogames. Donc j'ai un peu déjà du mal à comprendre le court mais monogame. C'est comme si on dit un plan cul, mais enfin, donc je suis un peu... On est OK pour les plans cul, mais il faut que ce soit... Je suis un peu perdu sur cette idée. Et c'est pour ça que je mets point d'interrogation, c'est-à-dire... Pourquoi hypocrisie, parce que je comprends. Parce que j'ai l'impression que ça fait bien de dire « je veux une relation monogame », c'est ce qui est attendu, et que dans la réalité des faits, combien de fois j'ai des amis ou j'ai entendu des couples, en fait, ils sont allés voir ailleurs, et c'était pas des choses... prévu dans le contrat. Ouais. Et donc, en fait, ça arrive à pratiquement... J'ai pas envie de dire tout le monde, parce que chacun... Mais ça arrive si souvent, mais encore, tout le monde veut cette monogamie. Comme si c'était vraiment voilà, mais... Je suis questionné, en fait. Je suis questionné par rapport à ça. Bien sûr. Alors, il y avait Julien derrière toi qui hochait vigoureusement de la tête. Moi, non, mais j'allais te dire un truc, mais je trouve que c'est trop... Je vais te le dire avec un clin d'œil, mais l'hypocrisie, je trouve qu'elle vient moins des autres que dans ton rapport à toi. C'est toi qui es hypocrite avec toi-même, au fond. Je trouve, Denis est pas du tout content avec ce que je dis. Mais en fait, pourquoi j'ai l'impression que notre bataille, c'est avant tout de se dire, ok, moi j'ai envie de quoi, et un peu ce que disait Denis avant, et tout par rapport à toutes nos spécificités de qu'est-ce qu'on recherche et les spécificités de notre recherche, c'est d'oser s'aligner avec soi et de dire voilà, moi je veux plutôt un couple ouvert. Et parce qu'après c'est marrant parce que sur le podcast il y a quelqu'un dans un cercle de parole qui a dit exactement le contraire de toi, qui a dit ah là là, aujourd'hui tout le monde veut être en couple ouvert, la monogamie c'est un truc de vieux et tout. Donc je trouve ça marrant parce que j'ai l'impression que du coup là où je te taquine en disant c'est toi l'hypocrite, on est tous hypocrites avec nous-mêmes, hein, moi le premier, mais dans ton regard sur le monde qui t'entoure, du coup tu projettes ce désir de monogamie qui t'exclurait, alors que d'autres me disaient exactement le contraire en me disant ah là là, bah ouais, le truc de couple exclusif c'est un truc de vieux, aujourd'hui tout le monde veut baiser à tout va et tout. Et du coup quand tu dis, là où je te gratouille, c'est que tu dis tout le monde. Non, pas du tout le monde ment dans leur monogamie et trompe, etc. Tu vois, bon, mais... Denis, vas-y, engueule-moi. Avant que Alban prenne son droit de réponse, moi je vais prêcher l'inverse. C'est-à-dire que moi je trouve qu'au contraire, Alban a dit qu'il se sentait perdu alors qu'en fait il est en train d'être centré. C'est-à-dire qu'il y a eu erreur dans les relations précédentes qui ont permis de comprendre quel était le fonctionnement aujourd'hui qui te correspondrait.
C'est-à-dire qu'il y a eu cette volonté de rentrer dans un schéma qui correspondait pas spécialement, mais qui était une forme d'investissement pour une personne. Force est de constater que le schéma ne marche pas. Et aujourd'hui, justement, Alban dit, c'est bon, j'ai compris. C'est pas le schéma qu'il me faut et je vais dans une autre direction. Donc, moi, au contraire, je trouve plutôt clair. Tu l'as marqué sur ton profil maintenant ? Ah bah ouais. Voilà, donc il n'est pas hypocrite du tout, au contraire. Il a dit oui de la tête. Oui. Je crois que c'est Bumble qui met, ou Tinder, non-monogamie éthique. Voilà. Et oui, pour te répondre, en fait, justement, c'est-à-dire que moi, j'ai repéré cette manière de fonctionner, qu'aujourd'hui, je clame haut et fort, c'est pas moi le fait d'être monogame. Et quand je dis tout le monde, c'est parce que c'est une statistique qui n'est que par rapport à ce que je vis moi et les profils que je vois moi. Mais vraiment, en fait, soit il n'y a rien, mais il y a, je sais pas, on va dire sur une vingtaine de profils, il y a 2 profils qui mettent rien et 18 qui mettent monogamie. C'est pas juste c'est juste que vraiment, je suis étonné parce que c'est ma question du moment. Donc c'est quelque chose sur laquelle je fais attention. Ouais, bien sûr. Et je trouve... Et tu te sens plus rejeté ? Alors... les gens te disent « Ah, désolé, mais je cherche... » Alors, il y a une personne qui m'a effectivement dit « Ah non, mais j'ai vu que tu voulais de la non-monogamie. Voilà. » Je ne me sens pas rejeté... Mais être rejeté quand on ne te répond pas... Ouais, tu sais pas si c'est... Je peux pas dire c'est parce que j'ai mis non-monogamie ou voilà. Mais... C'est plus, du coup, moi je passe beaucoup de personnes qui en fait pourraient m'intéresser, mais ça du coup c'est mon petit truc où je me dis ça fait mal parce que cette personne me plaît, mais en fait je sais que ça ne fonctionnera pas. Et mais t'as notre côté hyper adaptation qui gratte et qui dit tape. Mais si essaye, tu verras. Dis oui, c'est ça. Ouais, bien sûr. Voilà. Pour moi il y a un double enjeu, c'est déjà le premier, on trouve ce qu'on cherche, c'est-à-dire que c'est si tu as l'impression que tout le monde met monogame, ton attention va être forcément attirée par tous les profils où il y a marqué monogame. Parce qu'en vrai, il y en a plein qui ne le sont pas. D'une part. D'autre part, ça va dépendre aussi de la tranche d'âge que tu observes. C'est-à-dire que les relations ouvertes sont rarement les premières relations d'une personne. Tout simplement parce que les injonctions dans l'éducation qu'on a, c'est l'amour, c'est pour toujours, l'amour, c'est gna. Donc le temps de mûrir à ce niveau-là, toutes les personnes n'évoluent pas et ne mûrissent pas aussi en même temps. Et après, la monogamie, c'est peut-être aussi, il faut se poser la question, est-ce que, et je comprends presque le côté hypocrite, à mon avis, c'est pas de l'hypocrisie, ça serait plutôt, est-ce que le fait de dire que je suis monogame, c'est parce que j'espère rencontrer quelqu'un qui me fait quitter l'application et qui me fait m'extraire d'une bulle dans laquelle je ne me sens pas totalement là aussi. C'est-à-dire que ça soit une réalité ou un fantasme, la monogamie est un symbole aussi, en tant que tel. Et il y a des personnes qui, tout comme tu as pu le faire dans ta vie, dans tes relations passées, se disent monogames et qui dans la réalité ne le seront pas. Et là, on est sur un complexe, qu'est-ce qui est fantasmé, qu'est-ce qui est utopique, finalement, et qu'est-ce qui est réel. Moi, et je pense que je réagissais à quand tu disais hypocrisie générale, j'ai moins l'impression qu'il y a une hypocrisie, que c'est juste une nouvelle liberté, en fait, qui est que moi, je peux conquérir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais c'est moi mon point de vue, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, mais aujourd'hui, je peux imaginer relationner de plein de manières différentes. Et j'ai grandi avec Disney et l'amour à deux monogame. Et aujourd'hui, dans ma vie adulte, je vois que je peux faire d'autres choix. Et moins qu'une hypocrisie, c'est pour moi plus un apprentissage. Je dis, ah ouais, mais du coup, moi, je me mets comment, hein ? Ah putain, ça me fait plein de pics de jalousie. Enfin, ça me confronte à plein de choses. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui, petit à petit, se posent des questions. Et on est dans ce moment où... je sais pas si je peux dire ça, mais qu'il y a plus ça, qu'il y a cette mise en mouvement. Et ce que j'entends dans ton partage, en fait, c'est marrant parce que c'est vachement lié à tout ce qu'on a dit. C'est oser être soi dans son cheminement de réflexion. Donc, que ça soit quelle photo tu montes de toi. Moi, j'ai parlé de ça. Quelle photo tu montes de toi. Est-ce que tu corresponds au bon code ? Est-ce que je mets mon âge par rapport à Pierre, tu sais ? Est-ce que je mets mon âge ou est-ce que je le cache, etc. Est-ce que j'ai l'air efféminé ou pas ? Est-ce que je monte... C'est se montrer. Pour moi, ce que j'entends dans ton défi, c'est... Toi, tu es plutôt aligné avec toi. Tu as envie d'être en couple ouvert, ou en tout cas pas en monogamie. Une fois que je me montre et que je suis vulnérable,
c'est de naviguer. Là, on revient à ce que j'ai dit à l'épisode précédent. 80% de rejet, 20% de réussite. Et donc, si tu contactes... Moi, c'est du Guillaume, hein, mais moi, je suis un peu américain parfois. Moi, sur Grindr, je contacte la terre entière qui me plaît. Je mets pas 1000 ans et j'ai contacté les gens 2 fois. Parce qu'il y a plein de fois où peut-être tu réponds pas au premier message. Et si au bout du deuxième, tu m'as pas répondu, je te bloque en mode... Parce qu'on habite à Paris et qu'il y a plein de profils. Je suis pas vénère contre toi, mais du coup, je t'enlève puisque t'es pas intéressé. C'est ça que je comprends. Et du coup, pour moi, 80 rejets. Donc si je contacte 100 personnes, j'ai 20 réussites. Si je contacte 10 personnes, j'en ai 2. Et donc je me dis, vas-y Guillaume, si t'es bien dans ta santé mentale et que t'es bien avec toi... montre-toi et dans ton profil, dis tout parce que les 2 qui sont chauds pour moi, ils sont là, il faut juste que je les trouve et ça veut dire que je dois accepter les 8 non. Et moi, c'est ce que j'ai entendu quand tu dis « Ah putain, lui, il est monogame ». Tu vois, les profils que tu passes sur Bumble et qu'à chaque fois, ton cœur se serre en disant « Ah, pas lui », c'est que, il y a 80% qui sont pas pour toi, quoi. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas une erreur ? Parce que le mot monogame n'est pas le bon mot en tant que tel. Un monogame, c'est par rapport au mariage. Toi, excuse-moi, t'entendais quoi par monogamie, Alban ? Exclusif, effectivement. Voilà. C'est-à-dire que les applications ne sont pas vraiment non plus adaptées. C'est quoi la différence ? J'ai un petit blanc là. C'est quoi la différence entre monogame et exclusif ? Monogame, il y a un côté beaucoup plus légal par rapport au mariage, etc. Alors que tu pourrais avoir une personne qui est exclusive. Tu as aussi les personnes qui sont en polyamour. Enfin, il y a plusieurs nuances. Et les applications ne sont pas vraiment adaptées. C'est-à-dire, est-ce que la monogamie est l'inverse du polyamour ou est-ce que c'est l'inverse de la relation ouverte ? C'est pas du tout la même chose. On peut être amoureux d'une personne et avoir plein de plans cul. On peut être amoureux de plusieurs personnes et en plus avoir des plans cul ou pas. Donc, peut-être que ne pas s'arrêter à l'étiquette ou creuser l'étiquette quand tu la vois sur un profil serait peut-être intéressant. Pour le coup, de toute façon, j'ai, entre guillemets, matché avec beaucoup de personnes qui disent monogamie puisque, encore une fois, dans mon expérience, c'est tellement majoritaire que je peux pas faire autre, sinon il y a personne avec qui mais tu peux leur dire parce que tu peux aussi accompagner quelqu'un dans une réflexion. Et donc si tu leur dis tiens, si toi tu restes avec ton envie de non monogamie et que vous matchez, tu peux lui dire t'as vu que moi c'était plutôt non monogamie, non ? Si, tout à fait. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Je sais pas Moi, je trouve que ce dont on parle là vachement, c'est l'hyperadaptabilité que je ressens vachement, cette envie d'être validé et qu'on m'aime, qui fait que je me dis vas-y, mais modifie-toi, Guillaume. C'est tellement plus simple que d'être tout à fait authentique, tu vois. Parce que je vais peut-être pouvoir conquérir cette personne. Et c'est vraiment ce défi de dire non, mais il y en a 80%, c'est pas un bon fit, c'est pas le bon moment, c'est pas. Et il faut que j'aille trouver les 20% sans me modifier. Mais c'est dur, hein. Il faut se dire qu'on mérite d'être aimé comme on est. C'est Christina Aguilera qui disait ça. You are beautiful. Mais et là, tu chantes ou pas ? Non. Ah, j'aurais bien pas aimé. Maintenant. Là, c'est notre prochain autre cercle de parole, là. Si tu viens de lâcher une bombe. Non, mais je trouve... En fait, c'est marrant. Je ne m'attendais pas à ce qu'on parle autant de confiance en soi et d'estime de soi. J'ai l'impression que c'est vraiment la racine de tous nos propos. Dans le précédent épisode, Joël qui parlait d'atypisme... Et qu'au final, c'est de... je finis vraiment... Parce que je suis très Grindr en ce moment. Je fais vraiment attention. Ça fait un peu coaching de bas étage, donc vous pourrez passer et tout. Mais je fais vachement attention au narratif que j'ai quand je suis sur Grindr et que je vois un profil que j'aime bien. Et j'entends parfois la petite voix dans ma tête où je me dis t'es pas assez, il est trop ceci, machin. Et je me dis non, mais en fait, possiblement, il est grave chaud pour toi. Enfin, juste la petite voix dans ma tête peut vachement altérer si je connecte ou pas avec la personne, tu vois. Et idem, quand je vois que je lui ai déjà envoyé un coucou et que moi, j'ai décidé que j'ai envoyé un deuxième, dans ma tête, je me dis non, mais en fait, il t'a pas répondu, genre, il t'aime pas, t'es nul. Et là, genre, la honte infinie. T'as zéro, tu le recontactes et tout. Et en fait, il y a eu plein de fois où les gens me font « Ah, désolé, j'avais pas vu ton premier coucou, où j'étais pas dispo ou machin. Ah, j'adore ton profil. » J'ai eu plein de fois où mon petit narratif de « Mais non, la personne était juste dans le métro, elle a pas vu. Et en fait, je suis totalement son type. » Et ça a marché. Bon, il y a plein de fois, ça marche pas. Hein.
À 80%, le mec est là, non, je suis pas intéressé. Et je suis là, super, bonne journée. Mais pour les quelques où en fait ça marche, voilà. Mais enfin, je trouve que ça recoupe un peu avec Louis et notre rapport aux rencontres où on cherche à être validé, quoi. C'est vraiment, j'ai l'impression, le nerf de la guerre. Denis, as-tu envie de... Est-ce que quelqu'un a envie de dire un dernier truc ? Ou Denis ? Quelqu'un qui se dit, ah là là, je suis à 2 doigts là. Nicolas a l'air d'être à 2 doigts. Il est toujours à 2 doigts, dit-il. Non, mais quelqu'un... mais parle au micro, s'il te plaît. En fait, il y a peut-être aussi une recherche d'optimisation de son temps. En fait, alors je suis plus sur les applications depuis pas très longtemps. Et en fait, j'ai réoptimisé ma communication sur les gens qui sont proches de moi. Au lieu d'envoyer des messages Grindr, je fais des WhatsApp et je saute des lignes. Donc voilà. Attends, je comprends pas. C'est-à-dire que tu as autour de toi des hommes gays ou queer disponibles ? Non, pas du tout. Pardon. C'est des amis, la famille, etc. J'ai repositionné ma communication, ma perte de communication, cette impression que je vais optimiser mon temps pour trouver quelqu'un, en me disant que ça sert pas à grand chose finalement. Donc sur Grindr, tu veux dire sur les applications dans un désir sexuel ou amoureux, tu as dit stop à ça ? Exactement, tout à fait. Et du coup, suite à ma dernière relation de 2 ans qui se termine au mois de juillet, donc c'est pour ça que ça m'a un peu parlé. Et effectivement, il y a une étude sur comment je fonctionne, ce que je dois me dire en vrai, c'est-à-dire qu'il y a des choses on doit se respecter. Par exemple, le fait de coucher ailleurs en étant avec quelqu'un, ça se discute. Et la plupart des couples, en fait, en général, quand c'est bien discuté, arrivent à s'ouvrir naturellement, sinon ça attends, pète. je dois t'interrompre parce que je t'invite à parler en jeu, parce que là tu me fais... je fais jeu. Alors moi, raconte-moi toi, parce que je sais pas si en général les couples qui parlent bien arrivent à s'ouvrir. Je m'avancerai pas là-dessus. Autour de moi, c'est le cas, en fait. Oui, autour de moi, c'est le cas. Autour de toi, ok. De plus que jamais. Si tu reviens à toi... Alors si je reviens à moi... Pourquoi tu as décidé t'as dit, moi je vais chercher ma validation avec mes amis et ma famille, et j'ai dit stop à amour et sexe via Grindr, parce que toi tu trouvais pas ton compte là-dessus, c'est ça ? Parce que ça prend du temps, et que j'ai autre chose à faire aussi, et que ça prend de l'énergie. Bah ouais, bien sûr. Et que finalement... c'est pas plus mal. Et donc, est-ce que tu arrives à rencontrer amoureusement ou sexuellement autrement ? Plus facilement à l'extérieur, du coup. Et du coup, je parle plus parce que j'écris moins sur les applis. Par exemple, tu vas où ? Là, par exemple, il y a des amis qui m'ont invité en Espagne. À Sitges, je ne connaissais pas du tout. J'étais très mal à l'aise. Et finalement, ça s'est très bien passé. Là, j'y reviens. Et même à l'extérieur. Alors là, par contre, là, quand on a parlé de beers, etc., là, c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que c'est les personnes qui sont grosses et qui sont plutôt bien regardées. Et quand on arrive, on fait OK, d'accord. Et je pense que tu étais au moment de la Beer Week. C'est une semaine spécifique sur la fierté ours. C'est ça. Ouais, j'ai. Là, toute l'audience est là, chaud bouillante, pour me dire que ça se termine aujourd'hui. Voilà. C'est ça ? Et j'ai un ami qui concourt et normalement il va gagner, mais c'est ce que j'espère. Tu veux dire qu'en gros, tu sors des apps et tu vas plus à la rencontre de gens, quoi ? Oui, voilà, c'est ça. Parce que je trouve que c'est angoissant. On se sent seul, alors que finalement, sur WhatsApp, on a les amis qui sont derrière, on a la famille. Et en fait, ça fait toujours. Avec eux. Oui, mais ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est un travail aussi sur soi-même, se dire que. En fait, on va pas moins coucher finalement. Enfin, moi, c'est mon cas. Si un peu moins, mais ça me fait du bien. Ça fait du bien à un moment donné. Ok. Voilà, c'est pour ça que des fois, quand on cherche, faut peut-être essayer de dire vraiment la vérité sur son profil. C'est ce que je voulais rebondir sur Alban. Peut-être que finalement, ça ferait du bien et on perd moins de temps finalement. Ouais. Voilà. Bonne. J'aime bien la conclusion de dire sortons. Et notamment, venons à des rencontres entre auditeurs, où on a des gens délicieux, tels que vous, que je remercie, vraiment. C'était une première j'ai pas préparé la thématique avant et j'y vais sans savoir. Et je vous remercie. Vous avez post-ité très bien. Non, c'était vraiment cool. Merci Denis. Merci. Et à bientôt tout le monde. Au revoir. À bientôt.
Et c'est la fin de cet épisode. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner. Dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast. Souvent, je pose des questions pour des futurs épisodes. Je demande de l'aide ou toi, tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver. Ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Sur le site, c'est aussi là que tu trouveras les infos pour organiser ou rejoindre une rencontre entre auditeurs ou un enregistrement live du podcast. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.